Nous abordons ici le premier volet du calcul intégral, qui est une des notions fondamentales des mathématiques. Donc, on va appliquer ce calcul intégral au calcul d'air. Alors, pour que vous ayez une petite idée de ce qu'on va faire, voilà, les calculs d'air, on est très limité depuis fort longtemps, puisqu'on ne sait calculer que les aires des rectangles, des triangles, des trapèzes, etc., et des cercles, mais ça ne va pas au-delà. Or, depuis déjà la classe de seconde, voire même de troisième, on trace des courbes représentatives comme ceci, et des courbes représentatives de fonctions. Et bien, le calcul intégral va nous permettre de calculer des aires de ce type-là. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'aire sous la courbe. On a la courbe représentative, qui n'est pas un segment de droite, et cette aire-là, eh on ne peut pas la calculer avec les formules habituelles. Donc, l'objet de ce chapitre, c'est de calculer des aires en dessous d'une courbe ou voire même entre deux courbes. Alors pour ça on a besoin d'une première notion qui est la notion de primitive d'une fonction continue sur un intervalle. Alors une remarque au départ, dans ce chapitre, toutes les propriétés qui seront admises seront démontrées dans le calcul intégral 2, dans le chapitre calcul intégral 2. Alors la notion de primitive, c'est très simple, donc j'ai pris de l'avance. Ici on considère donc la fonction carré que l'on connaît, et on sait que la dérivée de la fonction carré c'est 2x. Et d'un point de vue du vocabulaire, eh bien ça vous le savez, donc la fonction kx associe 2x, c'est la dérivée de la fonction kx à x au carré. Ça va être équivalent à dire, on va inverser, c'est un petit peu comme le même principe d'image et d'antécédent. Ici on va avoir aussi, ici ça va être une primitive de la fonction qui a x associe 2x. Donc c'est le vocabulaire inverse. Dans un sens, on dérive, dans l'autre sens, on prend la primitive. D'accord? Celle-là est la dérivée de celle-là, et celle-là est une primitive de celle-là. Alors, vous remarquez une chose ici, c'est que là, j'ai mis une primitive. Alors, pourquoi une primitive alors qu'on dit la dérivée? Il y a la dérivée et une primitive. Tout simplement, regardez, il suffit que je prenne une autre fonction. Si je prends g de x égale x au carré moins racine de 3, si je calcule g' de x, ça va me faire donc 2x. Et donc 2x, la dérivée de racine de 3, c'est un nombre, c'est un réel, une constante additive, donc ça fait 0. Donc g est aussi une primitive de la fonction qui a x associe 2x. Donc en réalité, les primitives, vous voyez bien que si on prend autre chose, n'importe quelle constante à la place de racine carrée de 3, j'obtiendrai toujours 2x comme dérivée, et donc la fonction ici, ce sera toujours une primitive de cette fonction qui a x associe 2x. Donc faites bien attention ici, la dérivée elle est unique, c'est-à-dire quand on a une fonction, on obtient une unique fonction dérivée, et quand on prend une primitive, eh bien on va obtenir une infinité de primitives. D'où la définition qui est très simple, c'est-à-dire que grand f est une primitive de petit f si, attention, il faut qu'elle soit dérivable, la fonction grand f, il faut qu'elle soit dérivable sur i, et que pour tout x de i, la dérivée soit égale à petit f. Une remarque qui est inscrite, qui est sous-entendue dans la définition, c'est que pour les primitives, on utilisera des majuscules, et pour les fonctions de départ, on utilisera des minuscules. Quelques propriétés sur ces primitives. La première, c'est que toute fonction continue possède des primitives. On verra ça, on l'admet provisoirement, on le démontrera dans calcul intégral 2. La deuxième propriété, qui est très importante, et on l'a déjà vu sur l'exemple, c'est que toutes les primitives d'une fonction continue sur un intervalle i sont définies à une constante additive près. D'accord? C'est-à-dire que ici on l'a vu, si j'avais une primitive f, et je peux prendre n'importe quelle constante ici, et j'obtiendrai toujours dans la dérivée g' de x égale 2x, donc je peux trouver comme ça une infinité de primitives. Donc à une constante, surtout additive, j'insiste lourdement là-dessus. La troisième propriété qui va être importante, c'est que ça va permettre de sélectionner parmi toutes les primitives qui existent, de sélectionner celles que l'on veut. Donc si on a une primitive qu'on veut qui vérifie une condition initiale, ça c'est ce qu'on appelle une condition initiale, donc c'est-à-dire qu'il prend la valeur y0 en x0 appartenant à i, alors à ce moment-là, on va avoir une unique primitive f, donc celle avec laquelle tout le monde va travailler, de façon à avoir des exercices uniformisés. Alors, on va démontrer ces propriétés. La première, on a dit qu'on l'admettait provisoirement. La deuxième, on va dire ici, on va dire soit G, une primitive, soit grand G, une primitive connue de petit f sur l'intervalle i. D'accord? Donc ici, on a, bien sûr,
on a pour tout x appartenant à l'intervalle i, je vais avoir grand G' de x qui est égal à petit f de x, puisque grand G est une primitive. Je vais dire maintenant, alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, je vais dire soit grand F, une autre primitive de petit f sur l'intervalle i toujours. Donc ici, on a aussi, pour tout x appartenant à l'intervalle i, on a aussi grand f' de x qui est égal à petit f de x. Et je veux montrer quoi? Je veux montrer que cette fonction grand f ici, c'est la fonction g avec une constante additive, à une constante additive près. Donc, et j'aurais montré comme ça que toutes les primitives seront définies à une constante additive près. Donc maintenant, j'ai mes deux primitives, donc une qui était connue au départ et on en cherche une autre. Et je vais prendre donc soit h, la fonction définie sur i. Alors c'est ça qui va faire en fait la démonstration. Définie sur i par h de x. Pour tout x appartenant à i, je vais prendre h de x qui va être égal à grand f de x moins grand g de x. Alors, bien sûr, je vais pouvoir dire grand f et grand g sont dérivables puisqu'on sait que la dérivée c'est la fonction petit f. Donc je vais dire que h est dérivable sur i comme somme de fonctions dérivables. Et je vais pouvoir la dériver. Et quand je vais dériver, vous allez voir que ça va être très facile. Je vais dire pour tout x appartenant à l'intervalle i, je vais calculer donc h' de x qui va être égal donc ici, ça nous fait donc grand f' de x moins grand g' de x, ce qui nous fait petit f de x moins petit f de x, puisque grand f et grand g sont des primitives de petit f, donc on retrouve la fonction petit f en dérivant, et ça nous fait 0. Donc si j'ai la dérivée qui est égale à 0, on peut dire que h est une fonction constante, sur i, et on a terminé. Puisque ici, je vais pouvoir dire que quel que soit x appartenant à l'intervalle i, je vais pouvoir dire que h de x est égal à c, avec c qui appartient à r, ce qui est équivalent à dire que grand f de x moins grand g de x est égal à c, ce qui est équivalent à dire que grand f de x est égal à g de x plus c. Et donc, on a bien notre deuxième fonction, notre deuxième primitive, qui est égale à la première, à une constante additive près. Et cette démonstration est donc terminée ici. Il nous faut maintenant démontrer la troisième propriété. La propriété 3, donc qui dit, je rappelle ici, qu'il n'existe qu'une seule primitive qui vérifie une condition initiale donnée. Donc je vais dire ici soit grand F, une primitive de petit f sur l'intervalle i. On sait, d'après ce qu'on a fait précédemment, on sait que toutes les primitives de petit f sur i sont de la forme, et bien ici, on va dire g parce que grand f est déjà pris, donc g de x est égal à grand f de x plus grand c. D'accord? Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire donc que g de x, donc je vais prendre donc g de x0 est égal à y0. Ça va être équivalent à dire que grand f de x plus c va être égal à y0, ce qui est équivalent à dire que c est égal, f de x0 pardon, plus c est égal à y0, ce qui est équivalent à dire que c est égal à y0 moins grand f de x0. Donc ici, on a une valeur unique de la constante.
Donc, si on a une valeur unique de la constante, alors ça veut dire que la primitive, elle est unique, puisque là, je les ai toutes, et donc je calcule la constante, d'où l'unicité ici, de grand F. Alors maintenant, il faut parvenir à trouver les primitives de toutes les fonctions que vous allez pouvoir rencontrer. Et ça va être un peu le travail inverse de ce que vous avez fait quand vous avez fait la dérivation en classe de première. Donc voilà déjà le tableau sur les primitives des fonctions de référence. Alors, voilà, à connaître, il y a la fonction exponentielle, il y a la primitive de la fonction inverse, puisqu'on a vu quand on a fait le logarithme népérien de x que la dérivée du logarithme népérien de x était 1 sur x, donc automatiquement on peut donner sous forme de primitive. Alors vous remarquez ici que j'ai logarithme népérien de valeur absolue de x. Alors je l'ai précisé un petit peu en dessous, donc quand vous prenez f de x égale 1 sur x, donc la fonction inverse, si on est sur l'intervalle 0 plus l'infini, la primitive c'est ln de x. Sur l'intervalle moins l'infini 0, c'est logarithme népérien de moins x. Ça c'est la valeur, voilà, si on veut l'écrire sans valeur absolue, parce que je sais que vous n'avez pas une très bonne maîtrise de la fonction valeur absolue. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Tout simplement parce que quand on prend le logarithme népérien, ici x est positif donc c'est bon, mais là on a x qui est négatif, on ne peut pas laisser le logarithme népérien de x, ça nous ferait prendre le logarithme népérien d'un nombre négatif. Or on sait que la fonction logarithme népérien est définie sur 0 plus l'infini. Ce tableau, il ne se démontre pas parce qu'il s'obtient uniquement par lecture inverse du tableau de dérivation que vous avez vu en classe de première, mis à part la fonction logarithme népérien qu'on a vu dans le chapitre sur le logarithme. Donc voilà, donc il est relativement évident. Une petite astuce que je vais vous donner maintenant pour retenir les formules avec les sinus et cosinus. On va utiliser le cercle trigonométrique. Alors vous voyez, on sait que l'axe des abscisses c'est l'axe des cosinus, l'axe des ordonnées c'est l'axe des sinus, et on peut mettre, en faisant un abus d'écriture, attention, hein, c'est une astuce, donc c'est pas quelque chose de rigoureux, c'est quelque chose qui permet de retenir. Donc là, je pourrais dire que à cet endroit-là, j'ai cosinus x. Ici, je vais avoir cosinus x pour dire que je suis avec plus cosinus x, et là, je vais être avec des cosinus négatifs, d'accord, le 0 étant là puisque j'ai l'origine du repère. Et pareil pour les sinus, je vais avoir donc sinus x ici, et je vais avoir donc moins sinus x ici, puisque je suis du côté négatif dans les sinus. Et bien vous voyez que j'ai remis mon sens de rotation sur le cercle trigonométrique, le sens trigonométrique direct et le sens trigonométrique indirect. Et bien regardez ce que ça peut donner ici. Et bien si vous regardez ça, une primitive de cosinus x, c'est sinus x. Et donc vous avez ici, ça va marcher comme ça, une primitive de cosinus x, c'est sinus x, une primitive de sinus x, c'est moins cosinus x, une primitive de moins cos x, c'est moins sinus x, etc. Donc ici, c'est la recherche des primitives dans le sens direct, recherche des primitives. Et si vous prenez dans l'autre sens, ça aurait peut-être été plus simple de commencer par ça, si vous prenez la dérivée de cos x, c'est moins sinus x, la dérivée de moins sinus x, c'est moins cos x, etc. Et donc là, vous avez la dérivation. Donc, vous voyez que la recherche des primitives correspond au sens trigonométrique direct. Donc, le plus important, bien sûr, comme toujours, comme quand vous aviez vu le développement et la factorisation, le développement, c'est pratique, mais la factorisation est plus importante. Ici, c'est un petit peu la même chose. La recherche de primitives sera parfois plus importante que la dérivation. Alors, toujours par lecture inverse des tableaux de dérivation ou des formules de dérivation de la classe de première. Donc vous avez notamment vu que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, et la dérivée d'un produit par un réel, eh bien ça nous fait le réel multiplié par la dérivée. Eh bien si on inverse les propriétés, on va obtenir donc cette propriété-là. Je prends deux fonctions qui se définissent sur l'intervalle i. Là, c'est des primitives respectives de f et de g. Je prends k qui est un réel. Alors, si je prends une primitive de f plus g, étant donné que grand f est une primitive de f et g est une primitive et grand g est une primitive de petit g, automatiquement, à partir de cette première formule-là, eh bien, je vais obtenir tout simplement grand f plus grand g. C'est quelque chose d'évident. Et c'est pareil, quand je prends une primitive de kf, ça va être donc k fois grand f. Ici, c'est trivial, ça en lecture inverse. Une chose que j'ai précisée ici, parce que je le précise en classe de première, c'est que
Ici, quand je parle de k, c'est un coefficient multiplicateur ou une constante multiplicative. Et donc, ces constantes multiplicatives, elles sont conservées lorsqu'on recherche une primitive. C'est normal, elles étaient conservées lors de la dérivation. Donc, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas conservées pour les primitives. C'est quelque chose qui nous sera très utile par la suite. Maintenant, on a un exercice type que l'on va voir qui va nous permettre de faire la différence dans le vocabulaire entre une primitive, les primitives ou la primitive. C'est une question qu'on ne se pose pas avec la dérivée, mais on a vu précédemment qu'avec les primitives, ça pose un souci. Alors, je prends une fonction f ici qui est définie par sa fonction trinôme du second degré, et on nous demande donc de déterminer une primitive de petit f sur R. Ici, ça fait partie des fonctions de référence, donc il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de rédaction à faire, vous pouvez dire directement donner une primitive de cette fonction. Vous allez dire donc ici une primitive de petit f sur R est définie par, alors on y va, on va donner donc grand f de x qui va être égal à quoi? Une primitive de x au carré, c'est donc x au cube sur 3, si on respecte les formules qu'il y a ici dans le tableau des fonctions de référence. Ici, la primitive de x, c'est x au carré sur 2, donc ça fait 3x au carré sur 2. Et une primitive de moins 5, ça nous fait moins 5x. Attention, hein, pour maîtriser ces formules, ces fonctions de référence, il faut vous entraîner et faire beaucoup d'exercices. Voilà, j'ai donc une primitive de ma fonction petit f, et j'ai terminé. La première question, elle est terminée, il n'y a pas à aller au-delà. Vous voyez que c'est la même question, j'ai déterminé une primitive, déterminé les primitives et déterminé la primitive. Alors, on passe à la question 2. La question 2, on va dire donc les primitives de petit f sur R sont définies par, alors comme j'avais pris f déjà, je vais les appeler g, grand G de x, est égal à grand f de x plus k, c'est-à-dire est égal à x3 sur 3 plus 3x au carré sur 2 moins 5x plus k appartenant à R. Et c'est tout ce qu'il y a à dire pour les primitives, c'est-à-dire qu'on rajoute une constante. En fait, quand on prend une primitive ici, eh bien on prend la constante k qui est égale à 0. Donc dans les exercices, on vous demandera directement une primitive ou les primitives. Ça sera à vous de voir s'il faut mettre la constante ou pas. Les tableaux, comme le tableau des fonctions de référence que je vous ai donné au-dessus, des fois sont donnés avec les constantes, des fois non, ça dépend. Alors, la troisième question, on vous demande de déterminer la primitive de f telle que f de 6 est égal à 0. Donc ici, on appelle ça, on a une condition initiale. Une condition initiale, f de 6 est égal à 0. Alors, on sait que je n'ai pas respecté trop les g et les f, mais c'est pas très grave. On sait que grand f de x est égal à quoi? Eh bien, est égal à x3 sur 3 plus 3x au carré sur 2 moins 5x plus k. D'accord? Ça, c'est donc, on a toutes les primitives. On prend la formule générale de toutes les primitives, puisqu'on ne sait pas laquelle on veut, et il faut qu'on trouve laquelle parmi toutes celles-là est celle qui va convenir. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va traduire notre condition initiale, c'est-à-dire f de 6 qui est égal à 0, et on va traduire ça. Ça nous fait f de 6, ça nous fait 36, ça fait 72 ici. 6 fois 6, 36, ou fois 2, oui, ça fait 72. Ici, plus, alors je vais mettre ici, c'est équivalent à 6 au cube sur 3, plus 3 fois 6 au carré sur 2, moins 5 fois 6 plus k est égal à 0, ce qui fait 72 plus 54, moins 30, plus k est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que k est égal à 72 plus 24, ça fait 96, moins 96. Ici, conclusion, la primitive
grand F de petit f tel que grand F de 6 est égal à 0 est défini par grand F de x, grand F de x égale, donc on a x au cube sur 3 plus 3x au carré sur 2 moins 5x moins 96. Et voilà comment est-ce qu'on trouve la primitive.